Édition spéciale au sujet de ce fameux détroit d'Ormuz, ce point si stratégique qui concentre tellement de tensions. Alors fermé ou pas, les négociations des derniers jours auraient dû raccorder normalement les points de vue des deux protagonistes, à savoir les Iraniens et les Américains, sur une solution définitive au sujet de ce point de passage. Mais ce matin, on a appris que cette route commerciale serait de facto fermée et sous tutelle des gardiens de la révolution. Qu'en est-il réellement? De nombreux navires auraient été contraints de faire demi-tour alors qu'ils tentèrent la traversée. L'armée iranienne a même ouvert le feu sur certains d'entre eux. Donc à l'heure où l'on parle, le passage s'effectuerait avec l'autorisation des Iraniens, toujours. Cela contredit les déclarations du président américain Trump sur le règlement de la question lors des négociations. Eh bien, Mohamed Ghalibaf, vous savez, c'est le président du Parlement iranien, sur ce point a donné le ton et le fond. Je lis sa déclaration officielle, c'était ce matin. L'ouverture ou la fermeture du détroit d'Ormuz et les règles qui le régissent seront déterminées par le terrain et non pas par les réseaux sociaux. À bon entendeur, on pressent à qui s'adresse ce type de déclaration. Essayons en tout cas d'en savoir plus à propos de ce détroit d'Ormuz et à propos aussi de cette guerre. Où en est-elle? Quelles seraient les conséquences si elle dure? Et pourquoi justement dure-t-elle? À tout de suite pour en parler. La question du détroit d'Ormuz, le président Trump a ressassé que les négociations allaient pourtant bon train. Téhéran rétorque de son côté que les négociations les conditions iraniennes sont non négociables. Eh bien, le passage d'Ormuz qui a été ouvert hier et puis fermé ce matin, revirement visible de quoi il est question, sans oublier les prix de l'énergie qui inquiètent. Mais que s'est-il donc passé? Exemple des questions que nous allons soumettre à nos invités du jour. Tout d'abord, Hicham Lamisi, bonsoir. Oui, bonsoir Karim. Géopolitologue, chargé de cours à l'Université de Genève et chroniqueur au sein du média Antithèse, entre autres. Toujours un plaisir de vous recevoir, Hicham. Encore une fois, bienvenue. Merci, merci. Bassem Laraj également est avec nous, docteur en droit et analyse en stratégie de sécurité. Vous interviendrez, vous, depuis Paris. Bienvenue Bassem, toujours un plaisir. Bonsoir Karim, merci pour l'invitation. Et tout à l'heure, nous rejoindra Guy Mettan, spécialiste des relations internationales. Mais en attendant, messieurs, alors ce détroit d'Ormuz, fermé ou pas? On pensait avoir un semblant d'éclaircie hier en vue d'une solution des pourparlers entre Iraniens et Américains. Hier, ce passage avait été réouvert complètement, ce qui a fait jubiler Trump comme un cabri sur les réseaux sociaux surtout. Et aujourd'hui, moins de 24 heures après, l'Iran semble être revenu sur sa décision, c'est-à-dire que ce passage du détroit d'Ormuz est non seulement fermé, mais est toujours sous le contrôle des gardiens de la révolution. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Qui veut se lancer? Bassem Laraj, allez-y. Aidez-nous à mieux, déjà de prime abord, cerner cet imbroglio. Comment vous avez reçu ce revirement entre hier et aujourd'hui? Ce revirement s'explique en réalité par les déclarations du président américain qu'on a entendu hier, tout de suite après l'annonce de l'ouverture du détroit d'Ormuz, où il a déclaré de manière très précise que finalement l'embargo imposé par les Américains sur les navires iraniens à l'entrée du détroit d'Ormuz allait se poursuivre. Et donc, il était tout à fait prévisible que les Iraniens allaient réagir à cette déclaration en bloquant le détroit d'Ormuz. Et c'est ce qui s'est produit tout de suite, quelques heures après l'annonce du président américain. Alors qu'à la base, dans le cadre des négociations du cessez-le-feu, il était prévu, en tout cas ce qui a été annoncé, qu'il allait y avoir une ouverture du détroit d'Ormuz sans aucun blocage pendant cette période du cessez-le-feu. Et on a vu, dès que le cessez-le-feu a été annoncé au Liban, hier, comme c'était déjà prévu à la base, comme l'a indiqué le médiateur pakistanais, c'était l'une des conditions pour la réouverture des détroits d'Ormuz. Donc les Iraniens ont ouvert le détroit d'Ormuz. C'était un processus tout à fait logique. Et je pense là maintenant, la réaction, finalement, elle vient en réponse à la position du président américain qui a décidé en tout cas de poursuivre le blocage de ce détroit, parce que ce détroit est une carte maîtresse
entre les mains des Iraniens. Il était tout à fait logique qu'ils allaient réagir pour également pouvoir faire pression sur la partie américaine dans le cadre de ces négociations, même si pour le moment, le deuxième round des négociations n'a pas repris, mais on peut penser en toute logique qu'il y a des négociations indirectes qui sont menées via les intermédiaires, notamment le médiateur pakistanais, et chacun essaye de faire pression sur l'autre, de faire monter les enchères. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a, je pense, un certain nombre de lignes rouges pour les Iraniens, parmi lesquelles l'ouverture de ce détroit d'Ormuz en contrepartie du non-blocage du passage pour les navires iraniens. Justement, cette ligne rouge, Hicham Lami, si l'Iran annonce la fermeture du détroit d'Ormuz environ 12 heures après son ouverture, c'était hier. Alors voici l'annonce faite par le siège iranien, le fameux Khatem el-Anbiya, annonce officielle, c'était il y a quelques heures. Les États-Unis ont de nouveau violé les engagements et poursuivi leur piraterie maritime. Ormuz restera dans son état antérieur tant que Washington ne s'engage pas à garantir la liberté de circulation des navires vers et depuis l'Iran. Ce qu'on nous dit en substance du côté iranien, c'est tout simplement que le blocus naval américain persiste sur les ports iraniens, ce que disait d'ailleurs Bassem Laraj à l'instant. Oui, effectivement, c'est bien le cas. Nous nous trouvons dans une situation où les Iraniens ont justifié le reblocage du détroit d'Ormuz, ou la fermeture du détroit d'Ormuz, tout simplement par le fait que les Américains n'aient pas respecté la part de l'accord, et notamment le fait de lever l'embargo sur les ports iraniens, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Iraniens ne sont en capacité ni d'exporter, ni d'importer, alors même que tout l'accord qui a été mis en place provisoirement entre les Américains et les Iraniens est basé justement sur ce point bien précis, ce qui fait que les Iraniens ont remis en fait en place le système de blocage qui en réalité n'en est pas vraiment un. C'est pas tellement le détroit d'Ormuz qui est bloqué en tant que tel que le fait que le passage par le détroit d'Ormuz soit en fait conditionné, c'est-à-dire que les États dits amis peuvent en réalité emprunter le plus normalement du monde le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire que les navires chinois, les navires d'autres pays en fait traversent régulièrement le détroit d'Ormuz. Le problème aujourd'hui, il est en direction des États qui sont considérés comme des États en fait qui ont soutenu la guerre et l'offensive américaine et israélienne sur l'Iran. En fait, c'est là que la situation est problématique. Et il y a un autre élément également à prendre en considération, ce sont également les assurances, notamment la Lloyd's, qui demandent des garanties extrêmement onéreuses qui font qu'en fait un certain nombre de navires, pour des raisons financières, ne sont pas en capacité de franchir le détroit d'Ormuz, même si physiquement ils en auraient la possibilité. Il y avait Maersk aussi qui avait diffusé une déclaration officielle allant dans ce sens. Hicham Lami, à l'instant, vous avez dit que si l'Iran tentait punir certains supporters de l'agression américaine contre l'Iran, vous pensez à qui précisément ? Principalement les États qui soutiennent directement l'armée israélienne et l'armée américaine. On peut citer tout particulièrement l'Allemagne, même si les Allemands ont pris en fait un peu de recul vis-à-vis de l'engagement américain au Moyen-Orient. On peut citer l'Angleterre, la plupart des pays occidentaux, en dehors de certaines exceptions, notamment comme l'Espagne. Et en fait, ce sont ces pays aujourd'hui qui se trouvent dans une situation qui est une situation problématique parce qu'ils sont dépositaires du respect également de l'accord par les États-Unis. Or, le problème, c'est que si les Iraniens ont levé le blocage sur les détroits d'Ormuz provisoirement, les Américains n'ont pas levé en fait leur embargo sur les ports iraniens, et c'est là que se situe en fait toute la difficulté. De même, la question du Liban, les Israéliens continuent de frapper le Liban, alors de moindre intensité, ou bien par des opérations sous faux drapeau, dont le dernier en date qui a visé plus spécifiquement la FINUL et l'armée française, et donc on se retrouve dans un espèce d'imbroglio particulièrement compliqué, qui rend peut-être cet espoir qui a été celui d'un premier accord entre les Américains et les Iraniens peut-être caduque et nécessite
de rediscuter à nouveau, d'autant plus que le président américain n'a cessé d'exprimer un certain nombre de fake news ou de faire des déclarations qui ne correspondaient pas à la réalité des discussions, notamment sur la question du combustible nucléaire iranien. Bassem El-Arach, peut-être une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit sur la question des assurances, sur aussi ce camp occidental, surtout européen. On le rappelle, certains d'entre eux se sont réunis hier à Paris, qui ont fait beaucoup de déclarations, mais rien n'a été arrêté officiellement. On sent quand même un camp occidental qui a du mal à arrêter une certaine position par rapport à la fois Trump d'un côté et des Iraniens de l'autre. Mais on sent quand même que le camp occidental, je dirais, est en train de fissurer en réalité, parce que si on voit par rapport aux déclarations au début de ce conflit le 28 février dernier et aujourd'hui, on voit quand même que qu'il y a une certaine évolution dans les différentes positions et que la stratégie iranienne finalement commence à bien fonctionner, à apporter des résultats positifs du point de vue iranien en tout cas. Donc on voit que cette montée des pressions et la stratégie multidimensionnelle et asymétrique adoptée par l'Iran à travers notamment le blocage sur les détroits d'Ormuz et cette réaction vis-à-vis des bases américaines dans l'ensemble des monarchies du Golfe, on a vu que ça a eu un impact sur le plan économique, sur le plan international, avec notamment une augmentation du prix des hydrocarbures. Et on voit aujourd'hui que cette augmentation et cette pression économique internationale commence à peser sur les alliés traditionnels des États-Unis. Et on voit donc des positions de plus en plus tendues avec les Américains. Et la dernière en date, ça a été la position de la première ministre italienne, la présidente du Conseil italien, Meloni, qui commence déjà également à prendre ses distances avec le président Trump, alors que traditionnellement, elle avait des positions plus ou moins favorables aux Américains. Et c'est la même chose par rapport à l'Angleterre et à la France, qui commencent également à subir de plein fouet, comme tout l'Occident en réalité, cette pression internationale. Et donc, ce qui explique que les Européens, notamment, commencent à prendre une certaine distance d'une manière de plus en plus claire vis-à-vis du président américain, qui a mis en réalité le monde entier dans une situation très, très difficile aujourd'hui. On se rend compte qu'en réalité, les conséquences de ce conflit n'ont pas été pris en compte. L'impact de ce conflit sur les alliés traditionnels des États-Unis, que ce soit les Occidentaux ou même les monarchies du Golfe, n'ont pas été également pris en considération par les États-Unis dans cette attaque, cette agression israélo-américaine contre l'Iran. Et c'est en train de se retourner en réalité contre le président Trump. Ce qui explique également la situation dans laquelle se trouve ce dernier, où on sent quand même qu'il est face à une pression de plus en plus forte à l'intérieur déjà de son camp traditionnel, les MAGA, qui sont opposés majoritairement à ce conflit, et également par rapport à ses alliés. Donc, ce qui explique également les positions plus ou moins contradictoires et les déclarations plus ou moins contradictoires du président américain sur un certain nombre de points, parce qu'il essaye en quelque sorte d'impacter sur les marchés financiers internationaux. Comme on l'a vu hier, il déclare qu'on est tout à fait prêt à un accord avec les Iraniens, que les Iraniens ont accepté finalement de livrer l'ensemble de l'uranium enrichi sur leur territoire aux États-Unis, ce qui semble pour tous les spécialistes comme étant bien évidemment une fake news, mais ça peut impacter les marchés financiers. Et donc le président américain est plus ou moins dans cette logique, mais la réalité le rattrape assez rapidement, parce que comme on l'a vu, les Iraniens ont immédiatement remis en cause ces déclarations et donc rebolote, et ce qui explique également le discours qui revient, qui est plus guerrier. Donc on est passé d'un discours très optimiste de la part du président américain, qui a annoncé une victoire américaine en disant que les Iraniens avaient accepté quasiment toutes les conditions américaines, à un discours classique de menace qui vient prouver en réalité qu'aucun accord n'a été encore trouvé entre les deux parties. Et là, la dernière menace, c'était que la possibilité d'une reprise des hostilités. On parle également de l'éventualité que les Américains commencent à saisir les navires iraniens sur le plan dans la mer internationale. Donc, il faut suivre de très très près cette situation, et les choses restent très, très floues en réalité pour le moment. Bassem El-Arach et Hicham Lamisi, il y a un mot quand même que vous avez lâché qui m'a interpellé, enfin qui est lâché aussi pas mal sur pas mal de médias, d'organes médiatiques. Alors on parle du président américain, position officielle, président de l'Empire américain, de la première puissance mondiale et aussi économique. On en parle et on l'associe
avec les fake news. C'est quand même, ça en dit long sur l'état de la diplomatie américaine, sur aussi la stratégie militaire américaine, sur la relation des Américains avec le camp occidental, mais aussi avec certains des grandes puissances, et aussi ça met mal à l'aise par rapport à cette stratégie américaine qui n'en est pas finalement. Hicham Lamisi. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est que, exactement, hein, pour aller un petit peu dans le sens de ce que vous venez de déclarer, c'est que lorsqu'on parle du président Donald Trump, on a quelque chose qui relève d'une problématique qui est une problématique en fait psychologique. En ce sens où on a un président aujourd'hui qui donne l'impression en fait qu'il ne disposerait pas de surmoi, hein, au sens freudien du terme, et que tout ce qui peut traverser son esprit en fait, eh bien, est déclaré ouvertement à la face des caméras, à la face du monde. Et c'est ce qui est particulièrement problématique parce qu'on a l'impression d'une espèce d'instabilité avec un président américain qui va dire rouge à 8 heures, vert 10 minutes plus tard, noir 15 minutes plus tard, et multicolore 1 heure après sa première déclaration, ce qui fait qu'on est dans une situation qui est particulièrement compliquée. On ne comprend pas en réalité l'état des négociations aujourd'hui, puisque lorsque l'on voit faire la déclaration donc, de Trump hier, ce qui est intéressant, c'est de se dire que bon, il y a eu des évolutions, mais la réalité de ce qui a été discuté semble dépasser le président américain, ou lui-même n'a pas bien compris ce qui a été discuté, c'est-à-dire que ce qui lui est ramené ou présenté par ses conseillers et ce qu'il comprend et ce qu'il communique ensuite. J'ai l'impression qu'il y a un gap absolument énorme. Moi, j'avais lu un témoignage d'un membre du cabinet de la présidence américaine qui expliquait que, par exemple, pour la préparation d'un certain nombre de dossiers, il ne fallait jamais présenter l'équivalent de plus d'une demi-page A4, à Donald Trump, en fait, lorsqu'on lui remet, vous savez, les notes techniques, les éléments de langage, parce qu'au-delà, en fait, il n'est plus en capacité de pouvoir comprendre de quoi il est question. C'est-à-dire que tout le travail de ses conseillers, c'est en quelque sorte de réaliser des espèces de super synthèses très faciles à comprendre et sur lesquelles il peut s'exprimer ouvertement après simple lecture. Ce qui est problématique, c'est qu'on a un président aujourd'hui qui n'est pas du tout dans la complexité des faits. On n'avait qu'à analyser son langage. Son langage, ce n'est qu'une succession de slogans. Il n'y a pas de discours construit dans le discours de Trump. On est très loin des discours de Kennedy, ou ne serait-ce que de George Bush père, hein, pour parler des présidents un peu plus récents, ou de Bill Clinton. Alors je ne vais pas rentrer avec George Bush fils, hein, qui était une catastrophe également, ou Obama, qui faisait figure véritablement d'intellectuel dans son argumentation. Là, on a affaire à un président qui, clairement, du point de vue intellectuel et cognitif, semble être confronté à certaines difficultés, ce qui n'enlève rien à son intelligence tactique, son intelligence relationnelle, hein, ce qui est autre chose. Hein. C'est un animal politique, hein, proprement dit, mais là-dessus, il y a véritablement une problématique qu'il faut prendre en considération pour analyser les choses, parce que dans ce cadre de négociation, il y a une exigence de complexité, c'est-à-dire que le dossier est très vaste. Hein. Il est question à la fois du combustible nucléaire, politique nucléaire iranienne, la question économique, les sanctions, quel type de sanctions, sur combien de temps, engageant qui. Donc c'est un dossier qui est très riche avec énormément d'éléments et on voit bien que Trump semble être complètement dépassé par la réalité et se met à produire des informations qui sont des informations qui ne correspondent plus à la réalité et à nous offrir en fait vraiment un balai de fake news. La question du combustible nucléaire, c'est un mensonge absolu. On va en parler. On a eu comme information en off informelle de la part de sources pakistanaises le fait que les services pakistanais aient pu déclarer que Trump, dans les discussions avec la partie pakistanaise, en est arrivé à une discussion où il suppliait quasiment le représentant du gouvernement pakistanais de trouver au plus vite une solution pour qu'il puisse se présenter devant le Congrès en ayant réglé la question iranienne. Donc on est sûr de ça, hein. Je vous dis que c'est une information en off. Oui, d'accord. Ça ne veut pas dire que l'armée américaine est en situation de faiblesse, que bien entendu, l'Amérique se dit complètement vaincue. C'est-à-dire que Trump est dans une situation qui est une situation d'urgence où la question du règlement rapide, en tout cas du point de vue des apparences du conflit, devient pour lui une question presque vitale. Ce qui peut expliquer pourquoi il se met à raconter n'importe quoi
à la fois pour rassurer les marchés et puis surtout pour répondre à la grogne très forte de tout l'électorat qui lui était acquis, hein, l'électorat MAGA, dont Bassem a fait une très bonne présentation et qui est aujourd'hui au cœur du problème pour le président américain. Alors, il y a eu beaucoup d'analyses sur le profil psychologique de Trump. On a dit que c'était le monde, selon Trump, c'était l'immédiateté, c'était cette communication un peu brutale, un peu frontale, un peu violente. Et Allez-y. j'aimerais ajouter quelque chose sur ce point, parce que c'est quelque chose qui dépasse en fait la réalité américaine et qui touche tout le monde occidental dans sa globalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'on s'intéresse au profil des dirigeants occidentaux, hein, vous pouvez regarder à l'échelle européenne, en Amérique du Nord dans son ensemble, ou l'appendice le plus européen de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire l'Argentine, vous vous rendez compte que nous avons affaire à un type de dirigeant qui a une structure psychologique très narcissique, qui est très liée à la question de l'immédiateté, de la communication continue, très loin des profils psychologiques des dirigeants des pays dits émergents. Mais Le chef d'État indien, la Chine. Mais Hicham Lahmisi, même par rapport à l'OTAN, il a lancé une pique qui est jugée sérieuse d'après les médias américains. Trump affirme qu'il se vengera contre l'OTAN pour avoir été plus ou moins absent durant la séquence de la guerre contre l'Iran qui se poursuit d'ailleurs. Il prévient que l'OTAN va regretter de ne pas avoir appuyé Trump dans ses opérations et même l'armée américaine. Ça risque d'être très compliqué puisqu'on le rappelle, il y a un sommet de l'OTAN en juin. Trump est déjà aussi sur le dossier du Groenland, il y a aussi le dossier cubain, on sait que c'est une insistance de Marco Rubio, le secrétaire d'État. Donc il est déjà en train de préparer des éventuelles futures victoires, entre guillemets symboliques, qui couvriraient peut-être le dossier iranien, où c'est vrai, il a plus ou moins du mal à s'en départir. Sur la question iranienne, les choses sont très simples. C'est que Trump s'est engagé dans un conflit pour lequel il a pensé que la supériorité militaire technologique américaine telle qu'elle lui a été présentée suffirait à vaincre l'Iran. Les choses se sont déroulées très différemment. L'Iran, du point de vue stratégique, pour cette première phase de la guerre, hein, qui va certainement continuer malheureusement dans un futur proche, l'Iran a gagné. Et ça, Trump ne peut pas le digérer, n'arrive pas à l'avaler en tant que tel, et va certainement avoir besoin d'un semblant de présentation de victoire dans les semaines et les mois qui viennent. En effet, je pense que Cuba peut s'inquiéter très sérieusement de la suite qui va lui être donnée dans les semaines qui viennent. La question du Groenland va peut-être être un lot de consolation pour Trump, en ce sens où, d'un point de vue opérationnel, l'armée américaine n'aura absolument aucune difficulté à investir le territoire groenlandais, et les Européens ne sont pas en mesure de s'opposer de toute façon. Et je pense qu'effectivement, pour noyer ce qui est clairement une défaite américaine vis-à-vis de l'Iran, il va falloir retrouver un nouveau ressort qui sera peut-être en Amérique du Sud ou au Groenland, effectivement. Et cela risque encore de se compliquer pour les prochains jours, non seulement concernant les pourparlers, mais même la région du détroit d'Ormuz et même le Moyen-Orient et peut-être l'économie mondiale. On le rappelle, l'Iran n'a toujours pas accepté les prochaines séries de pourparlers invoquant des exigences excessives de la part de Washington. Trump veut de son côté le déblocage, enfin c'est pas le déblocage, mais la fin du filtrage, c'est comme ça qu'on dit, du détroit d'Ormuz, puisque certains navires traversent. Alors qu'il a dit, Trump a dit à maintes reprises qu'il n'en avait cure du détroit d'Ormuz, puisque les États-Unis avaient suffisamment de pétrole, c'était aux Européens d'aller chercher leur propre pétrole. Enfin, il s'est contredit à maintes reprises. On a analysé plusieurs fois ici même ses sorties rhétoriques. En tout cas, Bassem Al-Araj, à l'heure où on parle, la souveraineté iranienne continue d'être entravée finalement de la part de Washington. Oui, effectivement, avec la décision du président américain de poursuivre le blocus vis-à-vis des ports iraniens, c'est quelque chose qui n'est bien évidemment inacceptable par la République islamique, parce que finalement, il y a un non-respect des engagements qui étaient pris lors de
des négociations qui ont abouti à ce cessez-le-feu. Et maintenant, il faut voir également, l'Iran a toujours d'autres cartes entre les mains, en réalité, pour accentuer la pression sur les Américains et pour les pousser à revoir leur stratégie dans la zone et à suspendre leur blocus actuel. N'oublions pas Bab el-Mandeb, dans la zone au Yémen, il y a un allié très stratégique de l'Iran qui sont les Houthis et qui peuvent intervenir en cas d'escalade. On les a vus intervenir avant le début du cessez-le-feu, quelques jours auparavant, donc ce qui avait déjà augmenté les tensions dans la région, parce que là, à travers le Bab el-Mandeb, on risque d'avoir 2 détroits stratégiques bloqués en plus de Hormuz. On allait avoir le détroit de Bab el-Mandeb, qui est donc l'entrée vers la mer Rouge et donc vers la Méditerranée indirectement, et par lequel passe également une part importante du commerce international. Et c'est un point stratégique également qui relie l'Europe à l'Asie. Donc ce blocage éventuel dans le futur, qui pourrait, dans toute hypothèse, intervenir très prochainement, si la situation se poursuit, va également accentuer cette pression et cette division dans le camp occidental, parce que ça va impacter directement les Européens, encore d'une manière plus forte, et ce qui va finalement accentuer le clash qu'on voit actuellement entre Washington et ses alliés européens. Et indirectement, en réalité, par sa politique, comme ça a déjà été dit, par sa politique vis-à-vis de l'Iran, et qui ne prend très simpliste, et qui ne prend pas en considération les intérêts de ses alliés, Trump est en train de réussir à faire quelque chose que les Européens n'ont pas réussi à faire durant plusieurs décennies, c'est de créer une Europe de la défense, parce que jusqu'à présent, les Européens étaient intimement liés, en tout cas l'Europe de l'Ouest, étaient intimement liés aux États-Unis à travers l'OTAN, et on voit les attaques répétées du président américain contre cette structure, cette alliance atlantique qui symbolise en réalité la mainmise des États-Unis sur le camp occidental et tout particulièrement sur l'Europe, finalement est en train de se fissurer. Elle pourrait finalement, comme on peut s'attendre à tout avec le président américain sur ce dossier, comme il a déjà commencé à menacer les membres de l'OTAN, à voir finalement les Européens commencer à réfléchir d'une manière très sérieuse à leur propre défense en toute indépendance des États-Unis. C'est quelque chose qui va prendre nécessairement du temps, mais on sent que c'est quelque chose qui est en train de se mettre aujourd'hui en place. Alors que pendant plusieurs décennies, il y avait quelques personnes qui mettaient en avant cette faiblesse structurelle de l'Europe, mais ça a été balayé d'un revers de main, ce type de discours, par l'existence de l'OTAN. Mais finalement, on voit aujourd'hui que l'allié américain, qui est censé être le protecteur, n'est plus un allié véritablement fiable dans la région. Même pour les pays du Golfe, d'ailleurs, c'est un des... Exactement, et ce qui pourrait pousser également les monarchies du Golfe, notamment les alliés stratégiques des États-Unis, à savoir l'Arabie saoudite, mais il y a également les Émirats et le Qatar, dans lequel se trouve la plus grande base dans la région, à revoir progressivement leur stratégie de défense et leur alliance sécuritaire avec les États-Unis, parce qu'on l'a vu lors de cette première phase du conflit, l'intérêt des monarchies du Golfe, les intérêts en tout cas globaux n'ont pas été pris en compte par l'administration américaine. Il y avait un intérêt pour la protection de l'État d'Israël en fournissant un maximum de missiles intercepteurs, mais ce n'était pas nécessairement le cas par rapport aux monarchies du Golfe. Il y avait également l'insistance du président américain, notamment vis-à-vis de l'Arabie saoudite, pour la pousser à entrer d'une manière directe dans ce conflit, et donc finalement de se retrouver de facto alliés à Israël et aux États-Unis dans leur agression vis-à-vis de l'Iran. Et on a vu les réticences de ces monarchies, tout particulièrement de l'Arabie saoudite, qui n'a pas du tout adhéré à cette thèse, malgré les attaques que le pays a subies de la part des Iraniens. Merci Bassem Al-Araj. On revient tout de suite après cette coupure publicitaire. À tout de suite pour continuer les échanges. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette seconde partie d'une édition spéciale au sujet du détroit d'Ormuz. Et pour poursuivre nos échanges, nous recevons à partir de Genève Guy Mettan. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Guy Mettan, journaliste, auteur et spécialiste des relations internationales qui devrait... Oui, je vous entends, oui. Bienvenue, Guy Mettan. Alors, Guy Mettan, on
on a parlé en votre absence de la fermeture aujourd'hui, l'ouverture hier du détroit d'Ormuz. On s'est beaucoup interrogé sur les tenants et les aboutissants de ce mouvement. Hein. Mais ce que le monde a peut-être compris au-delà de tout, Guimettan, c'est que l'Iran peut ouvrir et fermer le détroit d'Ormuz quand il le veut. L'avantage est peut-être là, c'est-à-dire l'avantage est stratégique. C'est peut-être là un point de bascule quand même très important au milieu de cette affaire. Oui, moi je crois que peut-être je suis un tout petit peu plus prudent ou plus Allez-y, on vous réservé écoute. que vos deux premiers intervenants que j'ai écoutés avec beaucoup d'intérêt. Effectivement, je pense que l'Iran, à la surprise générale, a gagné la deuxième manche du match. Et là, c'est absolument clair, ce qui s'est passé ces dernières semaines a été une victoire à la fois psychologique, peut-être pas militaire, puisqu'au fond, la domination militaire appartient toujours à la coalition israélo-américaine, mais elle a indiscutablement gagné cette deuxième manche. Et donc ça, c'est évidemment un élément à prendre en compte. Ce qui se passe, c'est que dans cette deuxième manche, l'Iran a abattu son principal atout, qui était effectivement la maîtrise du détroit d'Ormuz. Et ce qui est tout à fait, on va dire, amusant, je ne sais pas, mais ce qui est quand même assez drôle de constater, c'est que les Américains ont fait une guerre pour rouvrir le détroit d'Ormuz, et puis une fois après que les Iraniens aient décidé de le fermer, et puis quand il y a eu l'accord, les Américains ont bloqué le détroit d'Ormuz. Donc on ne comprend absolument pas la logique de guerre de la coalition dans cette affaire. Et puis, à quoi les Iraniens ont maintenant répondu? Eh bien, en reprenant le contrôle de ce fameux détroit. Donc, on voit que tout se joue autour d'Ormuz et que là, les Iraniens ont toutes les cartes en main, en tout cas pour le moment. Et effectivement, ils auraient tort de s'en priver, sachant qu'aucune confiance ne peut être donnée ni aux Israéliens, ni aux Américains lorsqu'ils négocient, puisque par 2 fois de suite, ils ont été trahis au cours des négociations qui avaient été entamées par la partie américaine. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'une troisième, on ne dit jamais 203 hein, en bon français, pas de raison de penser que les Américains ne cherchent pas, à travers cette pause, à travers ce cessez-le-feu, à essayer de regagner le terrain perdu pendant la deuxième manche et de gagner et peut-être d'entreprendre une troisième manche à la faveur de ce cessez-le-feu en réorganisant leurs troupes. On sait qu'il y a 10 000 soldats, par exemple, américains qui viennent d'arriver. Il y a 50 000, maintenant il y a 50 000 hommes du côté des États-Unis qui sont autour du Golfe et de l'Iran. Ce nombre augmente, on est au 3e porte-avions. Ce n'est pas des signes absolus de pacifisme et de volonté de paix. Hein. Donc les Iraniens ont toutes les raisons d'être sur leur garde. Guimettan, autour de ce détroit d'Ormuz, un large chapitre hein, dans cette guerre, ou agression plutôt, agression américano-sioniste contre l'Iran, Trump crie victoire à tue-tête et proclame, tout en affirmant que l'Iran a tout accepté, c'est ce qu'il a dit hier sur CBS News, y compris, il a parlé du fameux transfert de l'uranium enrichi aux États-Unis et dit que l'Iran a abandonné sa politique nucléaire, tout simplement. Réponse iranienne dans l'heure. L'uranium enrichi n'irait nulle part. Il est sacré comme notre sol. C'est une déclaration officielle tout de suite. Hein, on a répondu du côté iranien tout de suite au président Trump. Et d'ailleurs, il y a une autre déclaration qui nous a intéressés. Elle émane du président du Parlement iranien, Mohamed Ghalibaf. Et il poursuit les États-Unis. Il dira, les États-Unis et le président Trump ont déclaré en 1 heure 7 déclarations. 7 d'entre elles étaient fausses. Comment vous expliquez-vous, on en a parlé en votre absence, je sais que vous écoutiez, mais comment vous expliquez-vous les annonces contradictoires de Trump, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs. Dernièrement, il avait insulté les Iraniens en leur sommant d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Ouvrez le détroit d'Ormuz, bande de S, je poursuis pas parce qu'il y a des oreilles chastes. Tout de suite après, il se récupère d'une certaine manière en disant merci d'avoir ouvert le détroit d'Ormuz, cher Iranien. Ça ne rien comprendre.
Oui, alors je crois qu'il n'y a absolument rien à comprendre. Je crois que malheureusement, M. Trump, maintenant ça devient évident, est frappé d'une forme de démence sénile ou de pathologie, hein. Moi, j'aime pas beaucoup parler de géopolitique en faisant en faisant intervenir une dimension psychiatrique ou psychologique, mais là, dans ce fatras de contradictions, on est quand même obligé de se poser cette question. On avait vu quand même que l'ancien président Biden était, lui, frappé de démence, puisqu'il ne savait plus où il se trouvait, hein. Il y a des images qui le prouvent. On peut sérieusement se poser des questions sur l'état psychologique de M. Trump, hein, au vu de ses réactions contradictoires de ces dernières semaines. Pour revenir à la question nucléaire, je pense que pour les Iraniens, elle est absolument cruciale. Je pense que le détroit d'Ormuz est un moyen et je pense que le nucléaire est une fin. Et qu'au fond, tout ce qui se passe autour d'Ormuz est un moyen pour les Iraniens de préserver leur but stratégique, qui est de conserver justement le développement de l'uranium civil pour l'instant et éventuellement militaire dans un temps futur si les choses devaient se dégrader. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est une question maintenant qui est devenue existentielle. Le jour où ils abandonnent leur uranium, ça veut dire qu'ils capitulent en race campagne et tout ce qu'ils ont réussi à faire, toute la résistance qu'ils ont réussi à mener jusqu'à aujourd'hui, eh bien tout ça s'effondrerait. Donc je ne crois pas que l'Iran capitulera sur l'uranium, en tout cas l'enrichissement d'uranium à des fins civiles. Le militaire, je pense que ça fait partie de la négociation, mais pas le civil, pour des raisons justement liées à l'existence même de la nation iranienne, du régime iranien, diraient les Européens anti-iraniens, mais à la notion même de souveraineté iranienne, qui est essentielle. Donc Trump peut dire tout ce qu'il veut, il peut dire blanc, noir, rouge, vert, appeler les événements par tous les qualificatifs qu'il veut, il peut insulter les gens, il peut leur passer la brosse à reluire, ce qu'il ne se gêne pas de faire, ça ne changera pas, à mon avis, la position de fond des Iraniens dans ce conflit. Bassem Laraj, on a essayé juste il y a quelques secondes encore de décortiquer les affirmations de Trump. Guy Mettan nous y décourage, il nous dit qu'il n'y a rien à comprendre, hein, on a affaire quand même à une personnalité un peu trouble, hein, je parle du président des Américains, le président des États-Unis, pardon. Essayer d'y mettre de la cohérence serait peine perdue. C'est vrai que c'est pas facile, mais quand même on a tenté de recouper le tout. On a constaté que les sorties trumpiennes coïncidaient avec une tension sur les marchés boursiers. En fait, Trump ferait une forme de communication financière déguisée en diplomatie. C'est de la trumperie, pardon, j'ose, hein, pour rassurer les marchés, ce qui par ailleurs est illégal, hein, et qui aurait donné lieu à des délits d'initiés qui est puni par la loi, même la loi américaine. Et surtout, on dit que ses proches sont si liés, en tout cas, c'est sur quoi tablent les médias américains. Beaucoup de journalistes aux États-Unis se penchent sur cet aspect des choses. Cette guerre en Iran enrichirait le cercle de Trump, dit-on, c'est en tout cas ce qui nourrit le travail de beaucoup d'enquêteurs du côté de Washington. Et cela ne fait que durer, Bassem Laraj. Effectivement, plusieurs informations ont circulé sur ces éléments qui mettaient en avant que le fait que certaines déclarations du président américain avaient pour but finalement d'impacter les marchés financiers pour permettre à ses proches de mener des opérations financières très lucratives. Ça a été mis en avant par plusieurs médias américains et c'est pas, je dirais, c'est pas, si on prend le profil du président américain qui est un homme d'affaires, ce n'est pas quelque chose de surprenant vu ses précédentes déclarations et son comportement par rapport aux différents dossiers. On a l'impression qu'il gère la Maison-Blanche non pas comme un véritable chef d'État, au président de la République qui prendrait en considération l'ensemble des éléments politiques, économiques, diplomatiques qui peuvent impacter les États-Unis, mais plus comme quelque chose qui a pour but finalement de le mettre en valeur et de mettre en valeur et en avant
ses proches et à l'enrichissement personnel et même sa politique et son discours. On a parfois l'impression d'être face à quelqu'un qui a, de manière très directe, un discours de prédation vis-à-vis des États. Que ce soit ce qu'on a vu vis-à-vis du Venezuela, lorsqu'il se dit qu'on va s'accaparer le pétrole du Venezuela, on va l'utiliser, ça va apporter beaucoup d'argent pour les États-Unis. On l'a entendu également par rapport à l'Iran, en disant qu'il aurait souhaité avoir la possibilité d'avoir la même mise sur l'ensemble du pétrole iranien. Il a même eu des déclarations vis-à-vis du détroit d'Ormuz en disant oui, c'est nous qui vont le contrôlons, c'est nous qui vont ramasser l'argent. Donc il y a un discours qui ne correspond pas au profil classique, je dirais, d'un chef d'État normal, entre guillemets, qui a l'intérêt national en avant. Donc il y a un certain nombre d'éléments de langage qui ne peuvent pas être dits de manière publique de cette manière, parce que ça nuit directement déjà à l'image du chef de l'État américain, président des États-Unis, mais également indirectement à l'image des États-Unis et au-delà à l'image de l'ensemble de l'Occident, parce que par sa politique, Trump, lui, et ça a été beaucoup mis en avant également dans plusieurs médias occidentaux, notamment ici en Europe, en disant que cette stratégie américaine, cette politique trumpienne, finalement, nuisait également à l'image de ses alliés, parce que si on se met dans le camp du Sud global, je dirais, on a tendance également à mettre le camp occidental dans un même panier, et l'image que le président américain renvoie aujourd'hui est complètement négative. Et cette problématique liée au monde, cet amalgame, le monde des affaires et la politique, on le voit également à travers ses représentants et notamment lors des précédentes négociations avec les Iraniens. On avait Witkoff, qui est un homme qui vient du monde de l'immobilier, et son gendre, Kouchner, qui est également dans les affaires, donc ils n'ont pas du tout le profil de diplomate et qui ne savent pas mener des négociations diplomatiques, notamment avec des États comme l'Iran, qui excellent dans l'art de la diplomatie, ce qui explique également les tensions et les incompréhensions qui peuvent exister de part et d'autre. Le président américain est en train de gérer la diplomatie américaine comme une entreprise, sans prendre en considération le temps long, le recul, la complexité, comme ça a été dit tout à l'heure par Hicham, la complexité des différents dossiers auxquels il peut être confronté, notamment un dossier comme le dossier iranien qui est extrêmement complexe et dans lequel il y a la dimension économique, la dimension souveraine, la fierté nationale, l'histoire de l'Iran, un pays très résilient. Donc c'est vraiment ça, la localisation géographique de l'Iran qui en fait un nœud également géostratégique dans l'ensemble régional, donc ce qui complexifie encore plus ce dossier. Et donc on voit en finalité les limites du discours américain, du président américain en tout cas, et de sa politique par rapport au dossier iranien en particulier. Hicham Lamisi, je vous demanderai de réagir sur cet aspect, c'est-à-dire le lien entre les déclarations de Trump concernant l'Iran, les déclarations belliqueuses concernant l'Iran, et peut-être certains mouvements boursiers qui suscitent moult interrogations du côté d'une presse financière américaine, Wall Street Journal et de Financial Times d'ailleurs, qui chaque 2-3 jours, écrivent des articles où on nous donne des éléments quand même assez probants au sujet de ce qu'on est en train de dire. Alors, donnons un fait sur cet aspect. Le 21 mars dernier, Donald Trump menace d'attaquer les centrales électriques d'Iran si le détroit d'Ormuz n'était pas rouvert dans les 48 heures suivantes. Selon le Financial Times, on dit que d'importants mouvements boursiers effectués une quinzaine de minutes avant l'annonce de Trump sur l'Iran, donc ce qui suscite l'interrogation. Or, le prestigieux journal financier formel entre 6h49 et 6h50, soit 15 minutes avant le poste du président américain, 6200 contrats à terme, c'est-à-dire un produit financier, portant sur le Brent et le WTI, c'est-à-dire deux cours du pétrole, ont changé de main, c'est une masse financière à peu près de 600 millions de dollars, ce que nous dit le journal. Cela représente des volumes 4 à 6 fois plus élevés que d'habitude à ces horaires. C'est même le Huffington Post nous fait intervenir Nicolas Chéron, qui est un analyste boursier indépendant, qui le dit. Finalement, les raisons de cette guerre ne sont pas celles qu'on croit, et ça mettrait Trump non pas dans la catégorie du fou, mais tout simplement du financier qui n'est pas très à l'aise avec la loi. On va dire les choses comme ça. Oui, on a
on a un petit peu quelque chose qui ressemble à l'attitude du pompier pyromane, avec très clairement du délit d'initié en cascade. Ce que vous avez relayé est tout à fait vrai, c'est qu'on a pu observer un certain nombre de mouvements boursiers qui ont précédé en fait toutes les agressions, attaques, déclarations de Donald Trump. On sait notamment que son fils a profité très largement d'informations qu'il a pu avoir en fait en amont et qui lui a permis justement d'opérer des opérations financières très lucratives qui l'ont fait vraiment gagner énormément d'argent, un peu à la manière aussi de ce qu'avait fait Trump lorsqu'il avait lancé notamment sa crypto-monnaie. Très certainement, ici, on est dans un mélange des genres qui dit beaucoup en fait de la psychologie de Trump, en fait quelqu'un qui n'a pas de limite morale sur le domaine économique et financier, peut-être sur d'autres aspects, je ne voudrais pas généraliser, mais en tout cas sur cet élément-là, il est clair qu'il y a une façon de faire qui renvoie plus à une attitude qui est une attitude mafieuse que réellement l'action d'un homme d'État. Et c'est quelque chose qui est assez préoccupant, mais qui est en même temps quelque chose de dangereux même pour Trump, parce que tout à l'heure, il a été fait mention de la question de la sénilité, telle que présentée notamment par Guy tout à l'heure, qui peut lui valoir à terme peut-être un impeachment d'ordre médical, mais il y a aussi Ça prend du également temps, hein. Ça prend du temps, mais ça toute prend beaucoup cette de temps. notion également de conflit d'intérêts, délit d'initié, qui est quand même un élément très sérieux. Et moi, je ne serais pas surpris que dans les mois qui viennent, on ne soit pas focalisé simplement sur la dimension politique, c'est-à-dire Trump qui s'est engagé en Iran et qui a amené les Américains dans un bourbier insoluble, qu'il est perdu en Iran, mais qui est également de santé mentale, mais également cet aspect économique et financier qui peut à terme lui coûter très cher. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Trump navigue en eau trouble et qu'il y a une dimension financière vraiment de type assez mafieuse qui aujourd'hui apparaît au grand jour. Et on peut dire que ce sont des choses qui sont menées de façon assez décontractée, sans trop de barrières morales ou du moins sans essayer d'afficher un espèce de narratif qui serait acceptable pour tout le monde. De la même façon, lorsqu'il parle des États comme le Venezuela, comme l'Iran, en mentionnant le fait que les Américains s'approprieraient les richesses de ces pays, un petit peu à l'image de la politique de la canonnière européenne au 19 et 20e siècle, dans le cadre de la colonisation. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que le rapport de force mondial vient casser également ce narratif trumpien et que Trump aujourd'hui est confronté à une réalité qu'il ne veut pas accepter et qui explique en fait tout ce discours pareil de fake news en continu qui fait que Trump est en train de vendre peut-être la réalité qu'il souhaiterait, mais qui n'est absolument pas celle du terrain, parce que sur le terrain, comme ça a été dit par les deux autres intervenants, c'est l'Iran en réalité qui a la maîtrise du temps, la maîtrise du tempo, et qui, en tout cas dans la phase que l'on connaît actuellement, a très clairement gagné la partie du point de vue stratégique. Guy Mettant, une réaction peut-être sur ces mouvements boursiers. On le voit, la guerre en Iran revêt plusieurs aspects visiblement. Cette guerre n'a pas encore livré tous ces secrets. On peut faire confiance aux enquêteurs américains pour, dans les semaines à venir, en tout cas même les années à venir, de sortir leur enquête sous forme de livres et de nous évoquer ou dénouer peut-être cette complexité, cette affaire qui a l'air d'être plus ou moins assez inquiétante du côté de la Maison-Blanche. Oui, moi, pour revenir un tout petit peu à l'explication psychologique, je dis, il ne faut pas non plus en faire l'ultima ratio de ce conflit. Mais je crois qu'on peut, M. Trump, et ça a été dit, au fond, victime d'une espèce de névrose narcissique avec qu'il met constamment, en fait, qu'il pousse à faire n'importe quoi, n'importe comment, sans aucun surmoi, comme on dirait, Mais il comme compte diraient les bien, psychanalystes. il sait bien Mais compter. la seule rationalité qui existe chez lui, c'est la rationalité financière. Et de ce Voilà. point de vue-là, c'est tout à fait exact. On peut avoir une névrose et être parfaitement rationnel au sein de cette névrose obsessionnelle pour l'argent. C'est son cas à lui. Et donc, il faut toujours chercher dans son comportement, derrière les déclarations les plus saugrenues qu'il puisse faire, l'argent. Au fond, c'est cette piste-là qu'il faut suivre, c'est l'argent et le pétrole. C'est la même chose. C'est deux formes différentes, au fond,
de monnaie. Et ça, je pense que ça va rester. C'est vrai que c'est un risque pour lui, parce qu'à un moment donné, cette irrationalité va devenir insupportable. Elle commence à devenir insupportable pour ceux qui observent les événements politiques et géopolitiques de près. Je pense que ça va finir par diffuser dans la population. Et au fond, on ne peut pas, à long terme, diriger un pays de façon totalement irrationnelle ou avec des obsessions comme la seule recherche du profit. Un pays ne peut pas se diriger uniquement avec cette intention-là. Donc, je prends le risque, au fond, de prédire que la fin du mandat de Trump sera très, très difficile pour lui et pour les républicains. Je suis sûr qu'on verra les premiers effets aux élections de midterm cet automne, au mois de novembre, parce que c'est au fond insupportable. Dans l'histoire humaine, tous les dirigeants qui ont affiché ce type de comportement ont pratiquement tous mal fini. Alors, je ne souhaite pas le pire pour M. Trump, mais disons, là, il ne prend pas le chemin de la raison et c'est dommage pour lui, c'est dommage pour les États-Unis, puis c'est surtout dommage pour le reste du monde et en particulier ses adversaires qui seront bombardés, tués, génocidés, au fond pour rien, parce qu'il n'obtiendra pas satisfaction. Est-ce que c'est dommage pour les Occidentaux? Et bien sûr pour les Occidentaux, mais les Occidentaux, ils ont été tellement vassalisés à travers le temps qu'ils sont incapables de réaction, ils sont incapables de réagir et de mettre le haut là. Alors, ils commencent timidement à dire oui, on pourrait saisir cette occasion pour développer notre propre défense, mais au fond, sur le plan diplomatique, ils sont complètement inexistants. Merci, Or, Guilletan. avant de penser à s'armer, il faut d'abord commencer par s'affirmer comme puissance souveraine, comme Union européenne souveraine, et on n'en prend pas le chemin. Merci beaucoup, Guy Mettan. On terminera ici. Vous êtes spécialiste des relations internationales et vous intervenez à partir de Genève. Merci d'avoir été avec nous. Guy Mettan, toujours un plaisir. J'ai le plaisir également de discuter avec Hicham Lehmichi, géopolitologue chargé de cours à l'Université de Genève et chroniqueur au sein du média Antithèse. Hicham, grand merci pour vos explications et d'avoir répondu présent. À bientôt. Oui, merci à vous. Je remercie également Bassem Larraj, docteur en droit et analyste en stratégie, qui a répondu à partir de Paris. Je vous dis à bientôt, Bassem Larraj. Merci encore. Merci, au revoir. L'édition spéciale se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite des programmes sur Al24 News et je vous donne rendez-vous dans une demi-heure pour l'échiquier international.